Donc, oui, allez-y. C'est plus un commentaire qu'une question par rapport à ta communication. Par contre, tu peux rappeler le nom de la coopérative, ça, je cherche depuis tout à l'heure. Hôtel du Nord. Hôtel du Nord, voilà. Et donc, il y a quand même, sur deux dimensions, je pense, qui sont importantes, qui sont, enfin, tu as souligné, mais qui sont vraiment. C'est vraiment un travail sur le patrimoine. J'ai vu aussi son nom, la femme qui est la plus active au sein de la coopérative, qui est une ancienne chargée justement de conservation du patrimoine. Et donc il y a vraiment cette mise en valeur de la question patrimoniale sur les quartiers nord. Et puis l'autre aspect, c'est qu'ils ont beaucoup intervenu justement à l'occasion de Marseille 2013 pour aussi mettre en avant, profiter évidemment de la mise à vue que constitue Marseille 2013 pour justement mettre en avant cette valorisation. Et il y a un projet qui est un peu partenaire pour les intéressés, qui s'appelle Fenêtre augmentée, qui est une œuvre en fait d'art numérique qui a été faite par Thierry Fournier, et dans laquelle en fait des artistes du collectif, donc notamment Jean-Christophe Paul qui enseigne à l'école des Beaux-Arts de Aix, qui est philosophe, a participé. Et en fait, Fenêtre augmentée a consisté, ça a été un dispositif qui a été mis en place à la friche Belle de Mai. Et en fait, le dispositif en fait consistait à avoir en fait une caméra, type de caméra vidéosurveillance, avec une image en fait en temps réel sur justement un cadrage des quartiers nord assez proche d'ailleurs de celui que tu as montré. Donc depuis la friche de la Belle de Mai, on pouvait voir sur un écran en fait tactile donc cette caméra, donc la vue des quartiers nord en temps réel. Et en fait, les artistes, il y a eu 7 à peu près artistes, ont été invités en fait à produire une œuvre numérique en intervenant en fait justement par rapport à cet écran, parce que c'est un peu difficile à décrire ces dispositifs, et qui du coup superposait, voilà, et qui proposait en fait des interventions à la fois in situ et in visu en fait sur ce paysage. Et en fait, ce fenêtre augmentée, c'est disponible en fait maintenant, c'est sorti comme un catalogue en fait numérique, et c'est une application, en fait sur tablette numérique, sur iPad, que vous pouvez télécharger gratuitement. Et il avait déjà fait ça sur d'autres types de paysages. Il avait fait ça dans le Roussillon, là, dans les Pyrénées, derrière Collioure, enfin, et qui est aussi à Prades, quelque chose. Et c'est aussi disponible. Et donc cette application, je vous invite à regarder, c'est tout à fait intéressant de voir en fait du tout. C'est vraiment le principe de l'écran tactile, qui reprend l'installation qu'il y avait eu à la friche de la Belle de Mai, où en fait tu peux intervenir comme ça sur l'image, et donc du coup les artistes sont librement intervenus. Enfin, vous verrez, il y a des choses qui sont des renvois sur d'autres types de paysages, de rapprochements, d'intervention et de modification sur le paysage. Et cette expo en fait de Fenêtre augmentée, juste pour dire, a été financée en fait dans le cadre de Marseille 2013. Donc il y avait vraiment aussi cette volonté que dans la représentation, dans la plateforme que proposait Marseille 2013, de mettre aussi en avant les quartiers nord. Vous voulez répliquer peut-être Non, Jean-Christophe Paul, là, on avait parlé du coup, donc un sociétaire de la coopérative qui est associé à ce projet. C'est vrai que je n'avais pas encore regardé, mais non, il faudrait que je le fasse. Oui, il a fait une œuvre en fait avec des gens de Belle du Nord en fait, c'est sûr. Alors, des questions? Oui. Oui, en fait, je ne suis pas très bien au courant en ce qui concerne la composition actuelle de l'équipe de France, de football masculin, mais je pensais, vous l'avez mentionné, Franck Ribéry, qui est quelqu'un, si je ne me trompe pas, qui aussi est originaire d'un quartier populaire, à Boulogne, je pense, quelque part. Comment est-il perçu? Parce que c'est quelqu'un d'origine populaire d'un côté, mais d'origine franco-française aussi. Donc est-ce que c'est quelqu'un qui est un peu qui a un statut particulier dans la représentation médiatique, ou est-ce qu'en fait ce groupe de l'équipe actuelle est assez homogène? Non, ce n'est pas un groupe homogène. Il y a une personnalité médiatique de l'équipe de France, et puis à l'intérieur, évidemment, il y a des archétypes, et puis des personnages un petit peu différents. Ribéry, c'est un cas assez particulier. D'abord, il est musulman, ce qui est aussi ce qui le rapproche dans l'équipe de certains joueurs. Et c'est une chose sur laquelle certains médias ont pu insister. Alors,
Parfois, par exemple, la caméra insiste avant le match lorsqu'il fait ce geste sur le terrain, ou c'est des photos qui ont circulé comme ça. Donc déjà, ça c'est quand même une caractérisation très particulière qui va le mettre à part des autres joueurs blancs de l'équipe de France actuelle. Après, c'est une personnalité c'est très chaotique son image, parce que c'est vrai qu'après son émergence, où il a été perçu comme un renouveau, comme vraiment un moteur dans l'équipe, on lui a reproché de ne pas investir cette fonction et de ne pas être capable de l'investir, cette fonction de responsabilité qu'on attendait de lui. L'équipe de France, depuis la retraite de Zidane, elle est à la recherche d'un leader charismatique. Elle fonctionne comme ça, contrairement à d'autres équipes, comme l'équipe d'Allemagne par exemple, qui ne fonctionne pas comme ça. Et donc, ça c'est signifiant au niveau du discours sur l'identité nationale par rapport à la France, à ce qui se passe en France et autour de cette équipe. Mais le statut de Ribéry, du coup, il a été déprécié du fait qu'il n'a pas investi cette fonction de responsabilité, qu'il a continué à apparaître comme quelqu'un qui fait un peu ce qu'il a envie de faire sur le terrain. Bon, dans les commentaires sportifs, ça va être on le met sur le côté droit, il va le reprocher de repiquer trop dans l'axe, ou sur le côté gauche. Voilà, donc il veut jouer, et puis après on dit tu repiques trop dans l'axe, ça va pas. Il ne respecte pas les consignes. Et cette responsabilité, comme il ne l'a pas investie, du coup, ça nuit à son image, mais du coup, il a une image contrastée. Voilà. Il a aussi des supporters, hein. C'est pas quelqu'un complètement dénigré, mais c'est vrai que c'est pas limpide du tout. Et puis les scandales, hein. Oui, si je peux me permettre, je me souviens, son émergence en 2006, Franck Ribéry, on entendait beaucoup tout de même son origine ch'timi, et ça le rattachait à un prolétariat franco-français dont la tradition est peut-être plus ancienne. Il y avait ce désir de l'enraciner dans un prolétariat qui remontait pratiquement aux mines avec Zola. Oui, non, mais c'est sérieux. C'est très juste. Et puis en plus, il est de Boulogne-sur-Mer, comme Jean-Pierre Papin, Ballon d'Or français, et donc dans le récit aussi de l'émergence de Ribéry, il y a cette idée de perpétuation d'une certaine tradition populaire ouvrière française, ouais. Effectivement. Et puis évidemment, il en a le style. Donc voilà, mais cette émergence-là, elle a aussi correspondu au moment où, avec 1998, la relation médiatique à l'équipe de France, elle s'est intellectualisée. À partir de 1998, on a eu beaucoup plus une féminisation du public du football, déjà, où les femmes regardent beaucoup plus le football aujourd'hui et vont au stade beaucoup plus qu'avant, ce qui a aussi permis l'émergence de l'équipe de foot féminine par la bande, l'émergence médiatique. Par ailleurs, les intellectuels ont commencé à écrire sur l'équipe de France, à s'y intéresser, etc., parce qu'il y avait d'un seul coup des personnages dont on pouvait faire quelque chose, sur lesquels on pouvait écrire, etc. Et le problème de Ribéry, c'est qu'il a émergé avec son côté je ne sais pas parler à une caméra, et puis j'ai une sale tête, et puis je ne sais pas comment me comporter. Il a émergé dans ce contexte d'intellectualisation autour de l'équipe, et évidemment, il offre peu de prise à ce type de discours. Alors que Zidane, évidemment, c'est du pain béni, quoi. Ah, pardon, j'ai déjà parlé. Une chose du scandale de 2010, quelque chose que je trouvais vraiment qui m'avait frappé, c'est que ça tournait aussi autour de la question de l'argent. Et qu'il y avait enfin révélé les sommes extraordinaires que sont payés ces joueurs. Et ça jouait, il me semble, dans les deux sens. Que c'est à la fois, c'est ce qu'on veut qu'on dépense les sommes exorbitantes justement autour de ces jeux, mais en même temps que ces garçons n'avaient pas le bon sens de jouer le jeu justement et ne pas manifester un certain les excès justement de tout ce qui est autour de ça, je ne sais pas. Ça me semble une partie intéressante justement de ce scandale parce qu'on en parle peu, on parle sur les marges souvent de côté business et les spectacles et les sommes complètement faramineuses et surtout dans une période de crise, etc. Ça fait des bruits.
de la France. Donc, je ne sais pas si ça rentre en quelque part dans ce possible. On va peut-être prendre aussi vous avez des questions. Ma question consiste plutôt très rapidement. À Nîmes, on en parlait hier, il y a des balades qui ont été lancées par les gens du quartier, par les associations du quartier, où on demandait aux gens du centre-ville de venir se promener, voir un peu le quartier. Alors, c'était pas pour des raisons touristiques, c'était venez voir le quartier qui appartient aussi à la ville. Et à la fin, on leur demandait d'écrire ce qu'ils trouvaient désagréable ou agréable, et ce que eux, en tant que s'ils avaient été résidents, auraient voulu changer. Beaucoup de résidents venaient avec, on en parlait hier, le désir que peut avoir la banlieue ou la cité, et donc avec ces lieux, et puis surtout, mais ce qui était très intéressant, de les écouter après parler, c'était qu'il y avait ce désir de voir, et souvent les gens disaient oh c'est des quartiers comme les autres, c'est pas grave, mais en partant de là, en quittant le quartier, je parlais avec beaucoup de personnes qui disaient bon, quand même, enfin, je veux dire, il y avait un désir, et donc ils disaient pardon. Je peux prolonger cette question après donc effectivement, je me demandais effectivement s'il y a finalement quelque chose d'obscène dans cette pratique. Moi aussi, ça m'est arrivé d'amener des personnes de l'extérieur en masse, un groupe, dans un quartier périphérique, et c'était des personnes qui venaient d'Afrique du Sud, donc qui avaient incorporé certaines relations à des quartiers stigmatisés, et c'était des artistes d'ailleurs. Et donc, ils avaient été vraiment profondément gênés par cette visite, que moi je faisais une toute bonne foi, et ils me parlaient de zoos humains. Et donc, je me demande s'il ne faut pas différencier les pratiques que tu observes, c'est-à-dire voir s'il s'agit vraiment toujours de pratiques touristiques, ou bien quand tu parlais de maison d'hôtes, enfin, est-ce qu'il n'y aurait pas des choses différentes à analyser par rapport aux personnes, aux acteurs qui les font? Et je me disais, dans certains cas, si le mot tourisme est un mot approprié, finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas utiliser dans certaines de ces pratiques un autre mot que le mot tourisme, c'est-à-dire peut-être trouver le mot approprié, parce qu'il ne s'agit pas forcément de ça toujours. Ou bien peut-être de l'émergence d'une nouvelle pratique, notamment tu as parlé du tourisme vert. Est-ce que ça ne serait pas une pratique touristique tellement innovante qu'il faudrait presque changer de mot? Et enfin, je voulais te signaler les travaux de Pauline Guinard, qui a fait une thèse, qui est géographe et qui a fait une thèse sur les pratiques artistiques urbaines à Johannesburg. Donc sur comment l'art transforme la ville. Et donc notamment en relation avec les dernières choses que tu as montrées. Voilà. Et donc, sur l'argent. Et donc, excusez-moi, parce que je suis en train de réfléchir. Sur les deux côtés de cet aspect, c'était à la fois c'est scandaleux qu'il y ait tellement d'argent dépensé dans le sport, et l'autre côté, que ces garçons n'avaient pas le bon sens de jouer le jeu et ne pas manifester justement cette... Je crois que c'est la formule de Roselyne Bachelot quand elle disait caïd immature qui résume la perception médiatique effectivement de cette mise en scène des joueurs et de leur rapport à l'argent. On la retrouve au cinéma avec des acteurs comme Samina Seri par exemple, dans la série Taxi. C'est aussi quelqu'un qui articule cette célébrité, cette représentativité, capacité de représentation d'une certaine masculinité des banlieues, et en même temps qui s'avère en fait pas à la hauteur, incapable de gérer, etc. Ils se trouvent réellement en prison, etc. Donc bon, on retrouve ce récit avec les joueurs de l'équipe de France. Alors certains joueurs de l'équipe de France, en fonction de leur inscription raciale. Mais il faut aussi rappeler que le foot n'est pas le sport où on gagne beaucoup d'argent. Au golf, on gagne beaucoup plus d'argent. En Formule 1, on gagne beaucoup plus d'argent. Au basket, au basket américain, on gagne plus d'argent. Et donc les footballeurs, à part Beckham, parce qu'il a aussi d'énormes contrats publicitaires. Et ça, c'est les principaux revenus en fait des footballeurs vont être leurs contrats publicitaires. Ça va doubler leurs revenus. Mais en réalité, quand on fait le cumul, quelqu'un comme Zidane, on estime ce qu'il a gagné au fil de sa carrière
contrats publicitaires compris, tourne autour de 400 millions d'euros. Quelqu'un comme Tiger Woods atteint 1 milliard d'euros. Donc on est dans des proportions, voilà, c'est un peu double. Oui, alors donc sur le différencier les différentes pratiques touristiques qui émergent en banlieue, je pense que du coup en ayant un terrain dans les quartiers nord à Marseille et en banlieue parisienne, ce sera l'occasion de le faire effectivement, de bien différencier les sortes d'initiatives. Surtout que sur le département du 93, c'est vraiment l'objet d'une politique départementale forte, très volontariste, avec le comité départemental du tourisme qui a depuis longtemps déjà un programme qui s'appelle Douce banlieue, et donc qui propose des balades urbaines. Et la particularité à Marseille, c'est que ça part des habitants, d'un collectif d'habitants, et que la dimension, je crois, militante est beaucoup plus forte. C'est une coopérative ouvrière production, c'est pas une association, ça a un sens pour eux. C'était bien voulu préciser l'aspect aussi militant, et sur une pratique tellement innovante qu'il faudrait que c'est peut-être même un nouveau tourisme, peut-être même un dépassement du tourisme, tellement que ça bouscule l'école aussi. Il y a des auteurs qui parlent de post-tourisme, de trans-tourisme, tellement que les canons de jure sont bouleversés. Ce sera une question effectivement à voir, mais je ne sais pas si la pratique est en fait si nouvelle, puisque quand on regarde la mise en tourisme du littoral, ça s'est passé un peu de la même manière. C'est le pêcheur autochtone qui a été recyclé en accompagnateur de bord de mer, en maître nageur, en guide, et là c'est l'habitant des cités, donc on peut s'interroger si le banlieusard n'est pas l'énième victime recyclée comme le pêcheur au 18e de la touristification. Peut-être juste une petite question donc, sur votre méthodologie. Oui. Quand vous faites la comparaison entre les médias et donc les livres, quelle est votre méthodologie? Alors, moi j'ai juste utilisé les méthodes qu'on utilise pour faire une analyse littéraire. Donc voilà, des instruments comme Ginette. Et comme j'ai pas eu un corpus de la presse, donc j'ai pas regardé les articles et les zooms, non, j'ai pas fait ça. Donc j'ai juste regardé s'il y a quelle est la réflexion dans la littérature et comment est-ce qu'ils se présentent eux-mêmes. Donc il n'y a pas. J'ai une question pour Dorothée. Alors pour Dorothée, donc moi ça m'a beaucoup intéressé parce que je suis surtout, je connais la littérature en fait des auteurs d'après l'indépendance, auteurs maghrébins d'après l'indépendance, mais c'est vrai que la littérature actuelle des banlieues, je ne la connais pas. Et ce qui m'a frappé, c'est le style quand même littéraire très, très particulier, qui est très éloigné des autres cultures expressives de la banlieue. Et donc, je voulais savoir si c'était, parce que j'ai vu les éditeurs, Gallimard, etc., enfin, si quand même il y avait ce poids de devoir faire œuvre littéraire qui transformait la parole d'origine de l'auteur, ou alors si c'était des personnes qui avaient vraiment eu cette possibilité d'écrire librement. Bon, moi, je ne connais pas très bien comment ça s'est fait, mais par exemple avec Jaïdani, il y avait une grande discussion parce qu'on lui reprochait que c'était pas lui qui écrivait ce livre là, parce que c'était trop bien en fait pour quelqu'un qui venait de l'université. Donc, mais je pense que je ne sais pas comment travaillent les lecteurs dans les maisons d'édition, mais je dirais qu'il n'y aura pas trop de modifications. Peut-être une case. Et la question pour Yann très court, parce que j'ai habité à Marseille et j'étais frappé j'habite au Panier. Et c'est le seul endroit où j'ai réussi à avoir un appartement. Et donc, quand même, ce qui est frappant à Marseille, c'est que c'est la seule grande ville de France où il y a des quartiers pauvres en sortant. Mais du coup, quelle est la différence de traitement, et notamment par rapport à cette problématique de ce nouveau tourisme? Alors c'est vrai qu'à 2013, ils ont tout rénové ça, moi j'habitais avant, mais dans la perception justement de la ville, la place de ces quartiers pauvres en centre-ville, par rapport
intéressant, par exemple, avec le panier, du coup, c'est que tu connais sûrement cette histoire, que lorsque le quartier du panier, donc un quartier populaire dans le centre de Marseille, aujourd'hui quand même bien gentrifié, s'est ouvert au tourisme. Il y a un petit train touristique qui s'est mis à circuler, et on a parlé de l'attaque du petit train touristique. D'accord. Et ça partait aussi, je crois, de discussions avec des habitants qui vivaient assez mal que le quartier s'ouvre comme ça au tourisme. Et ça me rappelle une anecdote sur un artiste que j'ai rencontré qui guidait un groupe d'étudiants en architecture dans une cité des quartiers nord et qui s'est reçu des carreaux de salle de bain. Donc on en est peut-être là dans les quartiers nord à l'attaque du petit train, et puis peut-être qu'on arrivera aussi à faire du panier, parce qu'en même temps le panier reste un quartier populaire, assez mixte maintenant, et parfaitement légitime aussi avec la série Plus belle la vie. Merci beaucoup. Imaginez le public.